Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre de la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo débat et en rapport à une question que je me pose, qui est tout simplement quel avenir pour le maillot à pois sur le Tour de France. Pourquoi je me pose cette question là? Parce qu'on voit depuis quelques années que c'est un classement qui est plus spécialement disputé entre les baroudeurs, que c'est un classement mythique du Tour de France et très populaire, mais qui d'un autre côté, il est vrai, se joue de plus en plus parmi les coureurs du classement général et ça pose des questions tant du barème que de la suite. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Pourquoi ce débat? Si ça vous a pas échappé, quand Tadej Pogacar a gagné le Tour de France 2025, qui était son quatrième, il a remporté également pour la troisième fois le maillot à pois. Maillot qui avait été également emporté par Vingegaard lors de son premier Tour de France victorieux. Mais c'est surtout aussi, si vous vous souvenez bien, en 2025, on fêtait tout simplement les 50 ans de ce classement. Classement qui, de base, était juste le Grand Prix de la montagne avant 1975, mais le sponsor de l'époque, les chocolats Poulain, tout simplement, voulaient avoir plus de visibilité. Et ils ont cette idée-là de demander un maillot distinctif aux organisateurs qui se sont inspirés de la tunique qui était portée par un pistard dans les années 20, qui s'appelait Henri Lemoine, qui, pour se faire reconnaître, avait mis une tenue à pois, et du coup, c'est en partie dû à cela qu'aujourd'hui, on a le maillot à pois du classement de la montagne. Et moi, je me souviens, plus sérieusement aussi, d'une Play Cyclisme à l'époque où il faisait des vidéos, qui avait fait le bilan, le débrief de la année 2016. Il avait dit quelque chose, moi, qui m'avait intrigué. Il avait dit, voilà, par rapport à Maïka, il faudrait faire quelque chose sur le maillot de la montagne, étant donné que Maïka n'était pas le meilleur grimpeur sur cette édition-là. Et aujourd'hui, on se fait le débat. Mais oui, mais Pogacar, qui est le meilleur coureur du monde, qui gagne le classement général et qui est le meilleur grimpeur du coup du Tour de France, remporte ce maillot. Et effectivement, ça peut soulever plusieurs questions. Alors, c'est un maillot qui a été emporté en 51 éditions, du coup, pour laquelle il a été sur le Tour de France, avant reprise par des Français. Le record est de Richard Virenque. Van Impe en avait 4 des maillots poids, mais 2 classements de la montagne avant. Et du coup, voilà, j'avais envie de faire ce débat-là. Alors, ces dernières années, côté français, on l'a eu à 3 reprises, je pense, en 2017 avec Barguil, 2018 avec Alaphilippe et 2019 Romain Bardet, qui jouait le maillot déjà seulement face à Tim Wellens. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on se disait, Bardet, c'est vrai qu'il avait passé limite aucune ascension en tête. Il a bénéficié des points doublés au sommet des ascensions à 2000 mètres. Et c'est vrai aussi que le First Team Sport le disait, lors de leur dernière vidéo de Roue Libre, un truc très intéressant. Il disait que pour gagner le maillot à pois, il faut plus de 100 points sur le Tour de France. Et effectivement, on l'a vu ces 2 dernières années, 2025 et 2024 et 2023, avec Carapaz et avec Ciccone, il fallait plus de 100 points. Mais aussi ces dernières années, le maillot, il s'est disputé avec pas mal de coureurs, on va dire à un niveau homogène, où tout le monde se partageait les points entre guillemets. Notamment l'année de Geschke, Van Aert peut limite aller chercher. Je pense aussi qu'il y a un autre coureur qui peut aller le chercher, c'est tout simplement... Pinot est encore en capacité, Vingegaard, Pogacar, au départ de la dernière étape de montagne. Et ce qui peut soulever aussi quelque chose d'important, c'est que c'est un classement important. Alors c'est vrai que quand j'étais petit, j'avais pas encore les maillots officiels du Tour de France, mais j'avais les t-shirts aux couleurs des maillots distinctifs, et j'avais le jaune, forcément pour le classement général du coup, et celui maillot à pois qui était de plus facile à trouver, c'était plus difficile d'avoir le blanc, ou encore plus le maillot vert, alors que c'était juste les t-shirts avec le logo Tour de France et une couleur d'un maillot distinctif. Et il est vrai que le maillot à pois qui représente un coureur de panache, un coureur qui fait le spectacle en montagne et un coureur qui est beaucoup à l'avant, peut être peut-être plus populaire que le maillot jaune, où on va dire, ce serait plus calculateur sur le général et la régularité sur 3 semaines. Mais aussi, ça me faisait penser à la vidéo sur Richard Virenque au Mont Ventoux de 2002, de tout simplement le petit braquet. Il parlait que voilà, à l'époque où Virenque arrive, etc., et qu'il devient un nouveau chouchou du public, il ressemble à tout le monde. Et que c'était plus l'époque du coup des Temnet, Fignon, Hinault, mais même si on peut aller encore à Louison Bobet, même Poulidor, parce c'est comme celui qui a le record de podium sur le Tour de France. Il a fait plus de 3ème place que de 2ème place. Poulidor, ou même, comme j'ai dit en petit, on peut aller plus loin avec Jean Robic, etc. C'est vrai que Virenque était le panache, le corps qui allait avant, et qui a remporté cette fois ce classement-là. Et ça ressemblait peut-être un peu plus à tout le monde, comme il le disait à l'époque. Et aujourd'hui, on regarde que c'est un classement qui s'est un peu perdu. Depuis 2019, il est sponsorisé par Leclerc, qui investit plus que Carrefour à l'époque sur le Tour de France. Les deux ont une caravane qui était assez grande, mais Carrefour, c'est vrai qu'ils avaient quasiment rien en avant la caravane.
avant la caravane chez Leclerc, on a toujours des véhicules qui distribuent énormément de maillots à poids, des bobs maillots à poids, même des ponchos. Ce qui fait que tu as de plus en plus, enfin, tu as énormément de personnes qui l'ont sur le bord de la route. Et quand on sait que c'est quand même une marque qui dépense plusieurs millions par an pour être sur le Tour de France, il peut se poser la question. Surtout quand on sait que euh, Michel est, enfin, tout simplement euh, comment on peut l'appeler ça, tout simplement le patron de la marque Leclerc, qui est quand même voilà, Michel-Édouard Leclerc, qui est quand même sponsor du Tour de France, paye plusieurs millions tous les ans, comme j'ai dit. Mais c'est surtout un truc qui est très intéressant, c'est que ces derniers temps, dans les médias, on disait que beaucoup parlait de la possibilité que à la prochaine présidentielle, il y ait une personnalité civile qui puisse se présenter, et beaucoup mettaient Michel-Édouard Leclerc, qui est une personnalité médiatique aussi assez importante en France, en chef d'entreprise, etc. Et je pense que ça peut un peu l'embêter de voir que son maillot est certes visible sur le bord de la route, mais qu'il investit énormément et qu'en course, c'est peu visible. Et je voulais me dire, quelle suite, est-ce qu'il faudrait augmenter le barème? Alors Styros, dans un des seuls moments que j'ai pu voir du tour en temps réel, enfin où j'ai été vraiment attentif là-dessus, expliquer quelque chose d'intéressant, est-ce qu'on fait un barème comme le Giro? Giro qui est beaucoup plus rémunérateur en termes de points, parce que le Giro, vous regardez les classements déjà, c'est les 3 premiers qui prennent des points en 4ème catégorie, 3, 2 et 1 point. En 3ème catégorie, c'est 9, 4, 2 et 1. En seconde catégorie, 18, 8, 6, 4, 2 et 1 point. C'est-à-dire que le quatrième enfin le troisième, pardon, d'un deuxième catégorie sur le Giro prend plus de points que celui qui en passe en tête sur le Tour de France. Un barème que j'ai souvent dit que c'était peut-être le plus simple à comprendre. Effectivement, en termes de points, mais peut-être que certaines difficultés pourraient être réévaluées. Après, il y a aussi les points doublés. Mais tout simplement, les points doublés, effectivement, c'est seulement à une exception près, c'est sur l'ascension la plus haute du Giro, enfin du Tour, comme c'est le cas pour les points doublés sur le Tour de France, comme sur la Vuelta. La Vuelta qui se ressemble un peu au Tour de France en termes de barème, sauf sur les 3ème et 4ème catégories. Le Giro, les premières catégories, c'est 40, 18, 12, 9, 8, 6, 4, 2 et 1 point, c'est les 8 premiers. Et quand vous regardez, celui qui passe en tête de la première catégorie sur le Giro, c'est le quadruple de celui qui passe en tête au sommet d'une ascension de première catégorie sur le Tour. Donc c'est beaucoup plus rémunérateur. Si vous regardez les premières catégories arrivées au sommet, c'est 50, 24, 16, 9, 8, 6, 4, 2 et 1 point. Tu arrives 3ème au sommet d'une ascension enfin, tu arrives à la 3ème position en première catégorie arrivé au sommet sur le Giro, tu as plus d'1,6 fois plus de points que sur le Tour. Et si vous regardez à Chimacopi, donc le col le plus haut, c'est 50, 30, 20, 14, 10, 6, 4, 2 et 1 point pour les 9 premiers. Ce qui est beaucoup plus révélateur. Mais si on se disait, est-ce que ça peut pas être comme chez les Astana cette année, effectivement, sur le Giro, où ça a été assez rapidement bâclé. Et les vrais Fortunato terminent avec 355 points, 201 pour Christian Schiaroni, 107 pour Prudhomme, 87 pour Tarozzi. Le maillot a été assez peu joué par beaucoup de coureurs, mais d'un autre côté, tu peux te dire, en 2 voire 3 échappées, tu peux être assez bien placé. Si vous vous souvenez bien, Carapace l'an dernier, il prend quelques points quand il est à l'avant, je pense notamment à l'étape du Laurent, mais pas tant que ça. Dans les Pyrénées, je sais pas s'il prend énormément de points, je suis pas sûr. Déjà, est-ce qu'il était à l'avant sur Sanary-Soulan? Il en prend pas mal dans la bedasse, enfin quelques-uns vers le plateau d'Aisne, mais c'est surtout sur l'étape du Super Dévolu qui gagne, ainsi que tout simplement l'étape d'Isola 2000 et de la Colmienne, enfin, pardon, pas de la Colmienne du coup, mais de la Couillole, où il fait l'écart et que tout simplement Richard Carapaz, oui, remporte ce maillot à poids avec beaucoup là-dedans, même s'il a pas mal de points. Ciccone, Ciccone c'était quand il remporte ce classement-là, Joe Ciccone, il prenait beaucoup de points, mais dans les premières ascensions, parce qu'il était peu présent pour une victoire étape, à part peut-être pour l'étape que Jay Hindley remporte en 2023, c'est vrai qu'il était peu là-dedans. Effectivement. C'est aussi une question qu'on peut se soulever là-dedans. En tout cas, par rapport à Lynn Martinez qui finit avec 97 points, pour gagner le maillot à poids sur le tour, il faut que tu aies 110 points. Un peu comme ce que tu peux voir sur TDF, même si sur TDF c'est un peu compliqué pour nous. Cette année, on gagne quasiment avec 100 points, ce maillot-là. Et 20 points, c'est 4 cols hors catégorie. Pardon, c'est 5 cols hors catégorie. Ou c'est 10 premières catégories les 100 points. Si tu fais des grands chelems. Tu passes en tête les 4 ascensions, enfin les 3 ascensions plus du coup les points doublés
La Lost à 80 points, t'es limite dans la bataille sans trop jouer. Et aussi, c'est peut-être pour ça, un Arensman qui a quasiment pas joué ce classement-là. Arensman, il remporte 2 étapes qui sont des arrivées au sommet. Il y a peut-être éventuellement sur l'ascension du Glandon, il le fait par rapport à Lémi Martinez, qui en plus a 8 points de pénalité, avec l'histoire du bidon collé. Plus éventuellement sur Madeleine, mais Madeleine il prend que 2 points. Il y a peut-être sur cette étape-là où il le joue vraiment, mais il le joue pas alors qu'il en avait la capacité, sachant qu'il gagne l'étape de la Plagne. Ou même, par exemple, à Super Bannière, il prend des points parce qu'il s'impose au sommet de hors catégorie, il prend 20 points. Il prend quelques points au Tourmalet à l'Aspin, et quand il passe en tête aussi à Peyre-Sourde. Mais c'est pas le premier point qu'il passe en tête, c'est pour la victoire d'étape. Et il finit deuxième aussi au Mont d'Or, Timen Arensman, alors qu'il ne le jouait pas spécialement. Et donc, dans la suite que l'on peut voir, c'est également où sont les points côté ASO. Chez ASO, si on regarde d'autres courses comme Paris-Nice, le barème n'est pas équivalent à celui qu'on a sur TDF, contrairement à ce qu'on peut penser. D'ailleurs, j'ai regardé tous les profils d'étape de Paris-Nice parce que ça m'étonnait, mais il n'y a pas de quatrième catégorie. Donc les troisième catégories, c'est 3, 2 et 1. Et après, les deuxième catégorie, c'est le même nombre de points que sur le tour. Par contre, les premières catégories, ça change. C'est 10, 5, 3, 2 et 1 point. Au lieu des 10, 8, 6, 4, 2 et 1. Et il n'y a pas de hors-catégorie sur Paris-Nice. Par contre, les points sont doublés dans la côte ou le col des arrivées, donc les étapes 4, 5 et 7. Sur Paris-Nice. Et sur le Dauphiné, ça change aussi. Les hors-catégories, c'est 15, 12, 10, 8, 6, 5, 3, 2 et 1 point. Les premières 4, c'est le même barème que sur le Tour de France. Donc il y a très peu de différence entre un hors-catégorie et un première catégorie. Ce qui fait que Armia, il le remporte avec 36 points et pas tant de points que ça. Les deuxièmes catégories, c'est le même barème que le Tour. Les troisièmes 4, le même. Et le même barème pour les quatrièmes catégories. Mais il y a seulement sur les hors-catégories ou sur le Dauphiné, ça change. Mais c'est ça que je voulais dire, c'est qu'au final, le Tour de France, ce barème-là, est peut-être un peu piégé. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est l'objectif tout simplement de se dire, est-ce que, parce que le nom, c'est le classement de la montagne, et surtout du meilleur grimpeur, donc est-ce que tu as envie de récompenser le meilleur grimpeur? Mais d'un autre côté, est-ce que pour ton image, tu as envie d'avoir des coureurs qui ne le jouent pas comme Pogacar ou Vingegaard, mais qui, avec les aléas de la course, tout simplement, bah, quand une étape se joue entre les favoris, forcément, ils sont les mieux, enfin, étant donné que c'est les deux premiers du classement général, et qui sont une marge au-dessus de tout le monde, en tout cas sur le dernier Tour de France, bah oui, forcément, c'est logique, entre guillemets, de les voir se jouer dans les premières places. Même si échappé Vaubourg, t'as qu'un seul coureur qui résiste. Surtout que cette année, les échappés ont mis pas mal de temps à sortir et que c'était des échappés de costaud avec beaucoup de coureurs à l'avant. Mais il y a quasiment que Lenny qui a joué ce classement-là. Un O'Connor, on aurait eu la capacité. Ben O'Connor, il était à l'avant. Sur 3, enfin, oui, sur 2 étapes. Même Arensman, en tout, il prend pas de points, mais il est à l'avant. O'Connor, non, il fait 3 échappés, pardon. 4, parce que je crois qu'il se fait lâcher assez tôt aussi sur l'étape de Hautacam. Mais voilà, on aurait pu. Dans ce cas-là, il faudrait se dire comment faire pour qu'il y ait plus de coureurs qui le jouent. Je pense une évolution de barème et notamment donner, comme dirait la même production, plus de carottes au baroudeur, ce qui reste sur les étapes de plat aussi. Parce que c'est vrai que Wellens termine la première étape, enfin la première semaine du tour, meilleur grimpeur avec seulement 9 points. Et encore, quand Wellens termine avec 9 points, faut mettre aussi un autre paramètre, c'est que si les meilleurs points, c'est que Wellens ne le jouait pas. C'est parce que Pogacar était en tête si Wellens ne prenait pas les points et que Pogacar aurait été en tête d'un classement. Et on a très bien vu chez UAE que, notamment avec la tactique pour que Wellens laisse, c'est que tout simplement, on essaie d'éviter au maximum les podiums protocolaires, en tout cas pour Pogacar, parce que je rappelle quand tu es leader du général, avec les interviews plus le podium, la conférence de presse, enfin quand j'ai interview ta sur français, etc., bah, tu perds 1 heure de récupération par rapport à tes autres adversaires. Ce qui peut compter en 23e semaine et en fin de Tour de France. Surtout si vous rajoutez qu'un Pogacar, il jaune plus maillot à poids à certains moments. Et qu'en plus en 2021 et 2020, il a les 2 classements, plus le maillot blanc aussi. Mais surtout qu'en 2020, il le joue quasiment pas. À part peut-être sur l'étape de la Lose où il fait l'accélération avec Polan qui l'aide pour prendre quelques points par rapport à Cosnefroy. Mais Cosnefroy, il est resté très longtemps en tête. C'est le corps qui est resté le plus longtemps en tête du maillot à poids sans le remporter. Il prend pas de points entre la 9ème étape et l'arrivée sur les Champs-Élysées aussi, Cosnefroy. Mais il est en tête jusqu'à la 17ème étape de ce classement-là. Et Pierre Rolland le disait très bien d'ailleurs, quand je me souviens sur l'étape du Grand Colombier, dans les plus compatibles d'étapes sur français, il disait un truc intéressant. Il disait tout simplement qu'il pensait que ça allait se jouer entre les favoris par rapport au barème, exactement comme en 2013 au Quintana Froome-Long. Et c'est vrai que ces dernières années, on voit que ça change de plus en plus. Ce classement est de moins en moins joué, à part cette année, comme j'ai dit, Lenny. L'an dernier, tu as Carapaz et Abremsen. Abremsen, il passe beaucoup de 3ème, 4ème catégorie.
ce qui lui fait assez peu de points. Et évidemment, un autre coureur comme tout simplement Ciccone, c'était sur les premières catégories, oui, leur catégorie prenait beaucoup de points, mais la Lidl Trek envoyait même les Pedersen, les Skelmos pour faire l'effort. Et que ce soit Carapace ou que ce soit Ciccone, les deux se sont battus pour le maillot. Et Ciccone, pas trop Ciccone pour les victoires d'étape, il n'était pas spécialement dans la lutte. La Lose, il se fait lâcher assez tôt. Enfin, pour l'arrivée à Courchevel. Dans les Alpes, je pense à l'étape de Morzine, par exemple, c'est favori qui se joue la victoire. Est-ce que c'était les points doublés? Je suis même pas sûr. Non, je crois que c'était que 40. C'était 20 points à ce moment-là. Bon, voilà. Ciccone prend beaucoup de points sur cette étape-là, mais en ascension, Pogacar et Vingegaard se rapprochent de lui. Et ça, c'était frustrant pour ce classement-là, je pense, pour Ciccone. Et oui, effectivement, le barème est à revoir, indéniablement. Et comme l'Amérique Production dit, pour donner plus de carottes aux baroudeurs. Et les carottes aux baroudeurs, bah, sur les étapes de plat notamment. Si tu fais comme un barème Giro sur les deuxièmes, enfin sur les quatrièmes catégories ou les troisièmes catégories, mais peut-être le barème, même le barème Paris-Nice est pas assez déconnant, 3, 2 et 1 point pour les troisièmes 4 et quatrième catégorie 2 et 1 point. Tu sais déjà que si t'es à l'avant, tu peux récupérer des points pour le classement de la montagne. Voilà, t'es une échappée de 2, bon, il n'y a qu'un point à prendre, ok. Alors que si t'es 2, bah, tu sais que t'as plus de chances de ramener des points, surtout que le barème a évolué au fur et à mesure du temps. Parce que là, maintenant, c'est 20 points leur catégorie, mais 2019, c'était au sommet d'école à plus de 2000 mètres d'altitude que les points étaient doublés. Et avant ça, les points, c'était 25 points hors catégorie. Si on regarde à la FIP, il gagne avec 170 points ce classement-là, en domination. Il remporte ses 2 étapes, mais si vous vous souvenez bien, après sa victoire au Grand Bornand, et bah, qu'est-ce que fait à la Philippe? Il prend les points à la montée de Bizen, ça fait 20 points, et après, il est lâché. Il finit un peu plus tranquillement, il prend les 20 points à la Madeleine, mais il prend pas. Et je sais plus si on prend beaucoup la Seine-Montverny aussi sur l'étape de l'Alpe. Voilà, il fait 2 échappées avec 2 cols, voire 3 grands maximum, mais ça lui ramène plus de 50 points. C'était rentable. Et peut-être que ce barème-là est intéressant parce que ça permet à des Maïka, à des Barguil et à la Philippe d'aller le chercher. Même si vous vous souvenez bien, en 2013, peu d'échappées vont au bout, c'est Froome qui le remporte, comme en 2015. Froome remporte le maillot à points en 2015, alors que tu avais des Barguil, des Bardet et des Joaquim Rodriguez qui s'étaient battus pour aller le chercher. Mais avec le barème point doublé au sommet de l'Alpe d'Huez et de la Pierre Saint-Martin, parce que c'était des arrivées au sommet, ça avait aussi ses limites. Des fois aussi, je crois que les points étaient doublés au sommet de la dernière ascension, peut-être vers 2016, d'un souvenir de vidéo play cyclisme que j'avais de l'époque. Mais même, le barème était totalement différent en 2010, et certains pouvaient se plaindre en disant Anthony Charteau, c'est pas le meilleur grimpeur du. Oui, mais Anthony Charteau, bah, les points à l'époque, c'était doublé. Enfin, je crois que les deuxièmes et quatre, de mémoire, quand j'avais vu l'étape où quand Tador attaque Schleck, l'un des premiers derrière, j'avais revu longtemps après quand c'était diffusé sur l'équipe. Il disait que le porté d'aspect qui était en deuxième catégorie, c'était 10 points. C'était le double de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et bien évidemment que c'est beaucoup plus rentable pour une échappée. Au lieu de prendre 5 points de deuxième catégorie, t'en prends 10. Bah, c'est beaucoup mieux. Alors peut-être essayer d'équilibrer par rapport au Giro, parce que le Giro, effectivement, ça peut être assez rapidement plié, mais ça a son intérêt. Et puis pour la course, c'est aussi important, c'est quand même le deuxième maillot le plus mythique, enfin le plus apprécié du public et le plus connu du grand public. Si vous demandez un maillot distinctif du Tour de France au grand public, ils vont vous dire et à quoi ils servent. Allez, si vous dites les 4 maillots, ils vont dire le jaune pour le général, parce que celui qui est un premier au classement général tout simplement, le maillot blanc pour le meilleur grimpeur, le maillot vert, t'as peut-être moins de personnes qui vont sortir comme le maillot blanc. Même si côté maillot blanc, et ça c'est très intéressant, cette année on a une bataille par rapport aux dernières années. Je reviendrai peut-être plus tard quand je ferai la vidéo, mon débrief du tour. Mais quel avenir pour ce maillot à poids? Si je dois faire une conclusion, je dirais évidemment augmenter le barème et donner plus de carottes aux baroudeurs sur les étapes de plat. Un Abrahamsen qui passe 23 côtes en tête, c'est que des 3e ou des 4e catégories la plupart du temps. Bah, au lieu d'être aux alentours de 30 ou 35 points, il aurait pu en être à 60 points à ce moment-là et ça aurait été un peu plus facile pour lui. Par rapport à un Pogacar qui, au final, vous regardez juste à ce moment-là, Abrahamsen passe énormément de côtes en tête et prend beaucoup de points. Alors, j'ai plus son nombre de points exact. Peut-être qu'on aura. Je vais peut-être vous le retrouver. Étape 10. On va voir par exemple l'étape 10. L'étape 10. Ouais, alors ça me prend que. Donc, 10e étape l'an dernier. Le maillot vert, c'est Philipsen. Ouais, mais c'est le meilleur jaune de l'étape, tu vois, c'est pas idéal.
Ouais, c'est pas rentable. J'étais allé chercher, effectivement, est-ce qu'on n'aurait pas. Est-ce que je peux pas trouver sur le site équipe? Top 10 du général était resté pareil. Ouais, il n'y avait pas. Peut-être qu'on peut le retrouver sur RMC, je dirais. Bah, il y a pas, c'était Abrahamsen, mais on n'a pas le nombre de points d'Abrahamsen. Faudrait que je revoie ça. Tac, 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 tac. Résumé, il ne s'est absolument rien passé. Philipsen remporte le sprint. Alors ça, c'est vrai que c'est assez drôle dit comme ça. Mais Abrahamsen était maillot à poids, mais il avait pas tant de points que ça, Abrahamsen. Ce qui est assez chiant, c'est j'arrive pas à retrouver Mais bref, Abrahamsen, oui, il avait peut-être 30-35 points. Il aurait plus de points, ça aurait été intéressant. Et en plus, c'est beaucoup plus intéressant pour les organisateurs si tu as plus de points sur les 3e et 4e catégories pour les étapes de plat. Mais il n'y a pas que ça, pour qu'il y ait aussi plus sur les étapes de plat. Tu peux faire plus de sprints intermédiaires. Je pense au Giro qui fait le classement des sprints intermédiaires et le prix de la Fouilla. Alors sur le Giro, tu as le prix du super combatif, par exemple, que Alaphilippe remporte l'an dernier notamment. Mais il y a le prix de la Fouga, et c'est le nombre de kilomètres parcourus en tête dans un groupe de 1 à 10. Et je crois que c'est genre supérieur. Ah bah attendez, je vais vous dire ça. Classement. Fouga Giro. Alors, le classement de la Fouga. Est-ce qu'on peut avoir dans le règlement? Qui dit règlement, le Giro est assez compliqué, je vais pas vous mentir. Essayer de comprendre par rapport à ce qui était mis. Combativité, échappée, voilà. Classement de la Fouga, est-ce qu'on peut l'avoir? Qu'est-ce que le classement de la Fouga? Thomas Champion pardon, avait remporté en 2023. Euh, ah voilà. En clair, est-ce qu'on peut l'avoir? Donc en gros, chaque kilomètre en tête est converti en points, c'est 1 kilomètre. Ce qui est assez intéressant. Là, c'était Tarot 6 cette année. Ça rajoute aussi des choses assez intéressantes. Voilà, le prix de la Fouga, j'aurais peut-être le mieux sur Cycling Pronet. Euh, Classement de la Fougia. Fouga. Voilà, prix de l'évasion avec un courage et constance particulière. Tac, tac, tac. C'est un groupe de 1 à 10 coureurs au max sur une distance d'au moins 5 km. Le classement de l'étape est établi sur la base des kilomètres d'échappée totalisés dans les conditions déterminées, machin. Ce qui est mis par Radio Corsa aura obtenu la meilleure place dans l'échappée dans l'ordre d'arrivée officielle sera désigné vainqueur de l'étape au prix de la Fouga. Bon, ouais. Ce qui est assez intéressant, comme ça rajoute un prix et un classement des sprints intermédiaires. Tu rajoutes plus de sprints intermédiaires, peut-être que tu baisses de 20 points, mais comme dirait la même production, mais tu fais 15 points. Bah, déjà, chez les filles, ce qui est assez étonnant sur le Tour de France, c'est que bah, les classements de 4ème catégorie sont revalorisés. Oui, les 4ème catégories, c'est 2 et 1 point. Et c'est 3, 2 et 1 sur les 3ème catégories. Et sur le Tour de France Femmes, c'est 25 points pour les sprints intermédiaires. Ce qui peut te rajouter un peu plus aussi d'intérêt. Bah, c'est toujours les 15 premiers qui prennent des points, mais il y en a plus. Parce que Milan, je crois qu'il était aux alentours de 200 points pris sur les sprints inter. Ce qui peut être assez intéressant si tu rajoutes, genre, tu mets 2 ou 3 sprints intermédiaires sur une étape, mais que tu en as peut-être un qui compte pour le classement par points. Idéalement, je vais retourner sur Cycling Pronet. Est-ce que Cycling Pronet, j'ai quelque chose? Voilà. Règlement de Giro. En ce qui concerne le classement, je donne le Giro parce que sur le Giro, il y a deux trois choses qui peuvent être assez intéressantes par rapport à ce qui est fait d'habitude. Il y a le classement des sprints intermédiaires. Est-ce que le classement. euh, Tac, tac, tac. Il n'y a pas le classement des sprints inter qui est indiqué. Euh, tu- tu- Ouais, mais c'est pas indiqué. Le. Ouais, c'est pas indiqué sur le site de Cycling Pronet.
Il y a le prix de l'échappée, mais il n'y a pas indiqué le classement des sprints intermédiaires. Mais ce qui rajoute c'est quelque chose, ça fait un prix supplémentaire qui n'est pas un maillot distinctif, mais ça pourrait être bien. Et je crois qu'il y a une époque, l'Amérique Production disait ça, où tu avais un classement avec des sprints inter. Tu fais plus de sprints intermédiaires et un meilleur barème, tu auras plus d'échappées sur le plat et du spectacle. Et Thierry Gouvenou le dit dans sa vidéo Monde, si tu as plus des parcours qui sont difficiles, mais surtout et des parcours difficiles qui t'amènent du spectacle, mais surtout plus tu as de spectacle, plus les étapes vont être suivies et donc tu auras des sponsors qui vont s'intéresser à toi. Et c'est à juste dire, ça peut être intéressant pour les étapes de place si tu as moins de monde. Et que tu auras plus, pourquoi pas, d'échapper à l'avant et créer de l'animation. Bon, cette vidéo est plus longue que ce que j'aurais pensé. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Pour tout bien, à la prochaine, ciao ciao.